me semble que je dois cliquer sur lancer le stream à quelque part ici. Lancer le stream. C'est parti. Oh, OBS déconnexion. Reconnexion en cours. Ça a fonctionné. Il faut que j'aille voir la boîte de chat. Je dois avoir la boîte de discussion ici à quelque part. Elle est là. Ici le docteur Paul Simard, psychologue. Et bienvenue. Bienvenue dans une heure de réponse à vos questions en direct. Et cette semaine, on va faire une heure particulière, thématique. C'est-à-dire, on va répondre à des questions d'une étudiante en psychologie. Donc, si dans votre entourage, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui sont intéressés par la profession de psychologue, peut-être vous pourrez leur envoyer cette vidéo. Elle sera disponible à la rediffusion sur Facebook. Je vais possiblement la mettre également disponible sur YouTube. Mais dans tous les cas, les gens qui se procurent ou qui ont accès à mon programme qui s'appelle Les Archives ont accès à toutes les rediffusions du programme. Et présentement, aujourd'hui, c'est la 164e heure. Donc là, avec le live de ce soir, si on n'ajoute pas d'autres questions, on va être rendu à 2474 questions répondues. Donc depuis 2020 que je fais le programme. Et ce soir, vous comprenez que c'est thématique spéciale, répondre aux questions d'une étudiante en psychologie, donc qui se questionne sur la profession. Elle m'a posé 15 questions. Je vais les aborder dans l'ordre où elles ont été posées. Vous les retrouverez également en description sur Facebook et sur YouTube. Si vous voulez regarder c'est quoi les questions d'avance, il y en a peut-être qui vont vous intéresser. Mais je vous rappelle que vous pouvez partager le live aux futurs étudiants qui sont intéressés à cette profession-là, ou peut-être à des gens du secondaire aussi qui se questionnent. Est-ce que ça pourrait aider? Donc, des fois, d'avoir un avis d'une personne qui est sur le terrain, ça démystifie certaines choses, mais rappelez-vous que ce n'est que mon avis. Je ne représente pas les autorités officielles de l'Ordre des psychologues. Je vous donne mon avis professionnel et sur ma carrière. Je vais donc être modéré et tenir des propos à portée générale. Donc, je ne peux pas répondre à une question, on pourrait dire, de manière systématique et hyper précise. Je ne peux pas répondre à « Vous, là, qu'est-ce que vous devriez faire? » Ce que je vais plutôt faire, c'est répondre de manière générale sur ma vision de la profession. Si vous éprouvez un malaise en cours de route parce que vous entendez des choses qui sont sensibles pour vous, bien, je vous invite bien sûr à prendre un pas de recul et à rester maître de votre esprit. Parce qu'on ne sait jamais quand on écoute des choses de psychologue, parfois ça nous touche intérieurement. Puis si on n'est pas prêt à travailler ces choses-là, ça peut nous chambouler complètement l'esprit. Et moi, je veux vous protéger au maximum. Donc, c'est de l'éducation psychologique, c'est de la vulgarisation, c'est des grandes tendances et je vous parle de mon expérience et non pas de toutes les options possibles. Parce que vous allez voir que notamment dans la question qui parle des parcours académiques, il y a toutes sortes de chemins que les gens peuvent prendre pour arriver à avoir le titre de psychologue au Québec. Autre élément, donc peut-être que vous ne voyez pas là ici, voyez-vous là, juste là? Ceux qui sont intéressés, vous pourrez également vous procurer mon livre ou ma brique Psychologie du mode de vie, qui est disponible sur Amazon. Puis si vous la voulez avec des bonus, le bonus de l'intelligence artificielle pour dialoguer avec le livre, sur mon site web, il y a le lien pour ça. Il y a également un lien Super Bonus Extra Power dans lequel les gens y achètent le livre, mais ils obtiennent le livre dédicacé avec l'IA personnalisée et avec l'accès à mon programme de formation qui s'appelle Pré-thérapie, des outils pour avancer. C'est le programme que je donne à mes clients en thérapie. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont disponibles, soit sur le lien que je vais mettre en commentaire sur mon site web, mais également sur Amazon. Il y a le livre standard, là, sans les bonus sur Amazon. Il y a aussi des gens qui vont me demander, est-ce que je peux venir te consulter? Est-ce que tu reçois des nouveaux clients? La réponse, c'est oui. Moi, je prends toujours des nouveaux clients parce que j'ai une approche de la thérapie dynamique à court terme qui vise beaucoup l'éducation psychologique, le développement de compétences. Je donne des bonus de formation web. Je suis disponible rapidement, mais ça vient avec tout un cadre de conditions
que j'envoie par courriel aux gens avant même la fixation du premier rendez-vous. Comme ça, les gens, ils savent ce à quoi ils s'attendent quand ils viennent me consulter. Donc, ma clientèle, c'est adulte, en thérapie individuelle et en thérapie de couple. Je fais des rencontres à mon bureau de la Ville de Québec et en web partout où c'est possible avec la législation, là, parce qu'il y a des éléments avec les règlements et les titres de psychologue. Parfois, hors Canada, il y a certaines contraintes qu'on ne peut pas. Donc, tous les détails en courriel. Maintenant qu'on a fait le 5 minutes d'introduction, passons maintenant aux questions qui ont été posées par l'étudiante. Et je vous invite à me poser des questions en commentaire. S'il me reste du temps après avoir répondu à tout ça, je vais prioriser les questions qui ont été posées au cours du chat. Mais allons-y, c'est parti. La première question va comme suit. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir psychologue? La souffrance. Ah oui, c'est bon ça. Mais moi, je ne voulais pas être psychologue. Initialement, moi, ce que je voulais, c'est gagner ma vie en jouant à Donjons et Dragons. Ouais. Puis là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour gagner ma vie en jouant à Donjons et Dragons? Je pourrais raconter des histoires, scénariser, être acteur. Ah non, ne tentez pas de me faire diriger puis d'apprendre des textes par cœur. Être auteur. Ah non, moi je suis dysorthographique, donc à cette époque-là, je savais même pas que j'étais dysorthographique à l'époque, mais ce que je savais, c'est que j'étais nul en français. Je suis encore nul en français. Mais c'est à cause de la dysorthographie, maintenant je le sais. Est-ce que je pourrais également travailler dans le théâtre ou bref, il n'y a rien qui m'intéressait. Je ne voyais pas le chemin pour gagner ma vie avec Donjons et Dragons. Mais un jour, j'ai lu dans un livre qu'il y avait des jeux de rôle thérapeutiques. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant ça, des jeux de rôle thérapeutiques, dans lesquels on ne faisait pas des mises en scène de personnages fantastiques, mais on rejouait certaines scènes où la personne avait des blocages, et en composant la scène avec comme si on était là, comme si on repartait la dynamique émotive, en plaçant les personnages, les états émotifs, ben ça fait remonter directement les réactions émotives dans le blocage ou dans la difficulté. Mais là, on est en thérapie. Donc, en thérapie, on peut dire, prenons un instant, on prend un pas de recul, puis on peut faire des tests. Test numéro 1, test numéro 2, test numéro 3 pour essayer des nouvelles stratégies comportementales, essayer d'exprimer des choses qui n'ont jamais été exprimées, essayer de réorienter certaines expressions qui parfois peuvent être trop brusques, mal dites. Donc là, on est en thérapie, on bénéficie du thérapeute pour nous aider et on remodèle les choses. C'est ce qu'on appelle en psychologie du modeling expérientiel dans l'action. C'était très, très, très puissant. Donc moi, c'est ça que je voulais faire, c'est ça qui me semblait intéressant et parce que j'avais lu dans un livre qu'il y avait des jeux de rôle en psychologie, j'ai commencé à lire davantage sur le sujet et je me suis inscrit à la télé-université pour commencer à faire des cours de psychologie à distance à mon rythme. On y reviendra plus tard. Est-ce que ça vous parle? Oui, si ça vous parle, sont où les clics j'aime? Sont où les partages? J'ai pas vu de partage, j'ai pas vu les clics j'aime. Vous voyez le moyen de pression. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé. Prochaine question maintenant. Pourquoi avoir choisi d'être psychologue plutôt qu'un autre métier en relation d'aide, tel que psychiatre ou thérapeute, par exemple? Bon, c'est que psychiatre, c'est une spécialité de médecine. Donc, il faut d'abord être médecin et ensuite aller chercher une spécialité en psychiatrie. J'avais pas les notes pour être médecin. J'avais pas l'intérêt d'être médecin. Alors, c'était vraiment clair pour moi que c'était pas un secteur ni accessible, ni intéressant pour moi. Ensuite, pourquoi pas thérapeute en relation d'aide? Eh bien, ça aurait pu. En fait, quand j'ai embarqué sérieusement dans le domaine de la psychologie, quand j'ai commencé mon deuxième certificat à l'Université de Sherbrooke en psychologie, je me suis dit, je vais structurer ma vie, je vais me faire un plan de match, là, puis je me dirais, OK, admettons que je me permets de me fixer des objectifs puis que je rêve. Plan A, ça serait quoi? Ensuite, mettons que je ne réussis pas le plan A, ça serait quoi? Plan B.
Plan C. Puis là, bref, je pense qu'autour de plan E ou F, il y avait ça, thérapeute en relation d'aide. Puis je me suis mis des plans aller jusqu'à la lettre L. Je vous donne un indice. Je suis dans la réalisation du plan A et j'ai laissé le plan B, mais j'ai laissé tomber le plan A. Parce que le plan A, c'était faire le double doctorat recherche et intervention. Donc, pour être thérapeute clinicien, c'est intervention. Puis être chercheur, c'était un autre degré. Fait que, il est possible de faire le double doctorat en même temps. Mais moi, en cours de route, j'ai fait les cours pour faire le double en même temps. Mais je regardais ça aller pendant mon doctorat, puis je me suis dit, ah non, ça ne me tente pas d'être chercheur. Puis de toute façon, il aurait fallu que je fasse une deuxième recherche pour grossir la thèse, puis ça ne me tentait pas de faire ça. Moi, je voulais du terrain. Donc, j'ai laissé tomber le plan A et le plan B, je suis très bien dedans. Alors, pourquoi j'ai choisi d'être psychologue? Je voulais pas être psychologue. Moi, je voulais gagner ma vie en faisant des jeux de rôle. Et au final, je me suis pris d'amour pour la psychologie. Puis j'ai découvert que, hey, j'aime ça. Puis c'est agréable. Puis il y a moyen de faire toutes sortes de choses avec ça, la psychologie. Donc voilà, ça a été beaucoup d'exploration. Puis un jour, ça s'est révélé en moi. Je me suis dit, ah oui, ça me ressemble. Mais ça a été par beaucoup de tests, là. Exploration, écoute à l'intérieur de moi. OK, je fais ça. Est-ce que ça me parle? Est-ce que je réussis? Est-ce que je peux me corriger? Donc, c'est un processus, comme en art-thérapie. On dépose quelque chose et on vérifie à l'intérieur de soi comment on se sent. Donc, pendant plusieurs années, j'ai construit ça, mon rêve de potentiellement être psychologue. Puis, il y avait la barrière d'accès au doctorat qui était très difficile. Parce que sur environ, s'il y a 200 personnes qui font une demande d'admission en moyenne dans une université pour rentrer au doctorat chaque année, ils en prennent une vingtaine. Donc, comprenez que de 200 à 20, il y a un mur, là, un goulot d'étranglement. C'est très dur. Donc, voilà. Prochaine question. Comment se déroule le parcours de formation pour devenir psychologue? Eh bien, pour être psychologue au Québec, il faut faire une demande pour être membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc là, il y a plusieurs manières de rentrer dans l'Ordre des psychologues. Il y a si vous avez le doctorat en psychologie clinique dans les universités là, du Québec, mais il y a également par voie d'équivalence. Si par exemple, vous êtes un psychologue dans un autre pays, vous pouvez faire une demande d'équivalence pour venir ici au Québec. Puis là, il peut y avoir quelques cours à faire, comme le cours de déontologie, certaines cours sur certaines pratiques. Donc, il y a des demandes d'équivalence qui peuvent être faites. Mais gardons le cheminement standard. C'est par le doctorat en psychologie clinique. Le doctorat en psychologie clinique, comme je vous ai dit, parfois il est combiné avec le double doctorat clinique et recherche. Et le gros doctorat, le double, il n'est pas rare qu'il prend entre 5 et 7 années. Juste le doctorat. Pour ce qui est du doctorat clinique, sans le volet recherche, il se fait normalement entre 4 et 6 ans, selon des chiffres. Donc, gardez en tête, mettons que vous vous dites faire un doctorat d'à peu près 6 ans. C'est long. Oui, c'est long, mais c'est ça. Et avant d'entrer au doctorat, parce que, comme je vous ai dit, il y a une barrière d'étranglement, là, avant de pouvoir rentrer au doctorat, ben, là aussi, il y a toutes sortes d'options, mais ça vous prend normalement un baccalauréat en psychologie. Et dans ce baccalauréat-là, tout dépendant des universités, ce n'est pas les mêmes critères d'admission au doctorat, parce que ce n'est pas pondéré de la même manière. Mais de manière générale, je vais vous donner moi mon expérience dans mon université où je suis allé, il y avait 50% du dossier d'admission à l'ordre qui était attribué à la cote universitaire, donc les résultats de cours. Là. Ça prend une moyenne. Moi, j'avais une moyenne entre A et A-. Je pense que j'avais A- de moyenne. Puis, l'autre 50% des notes, c'est la lettre d'intérêt de recherche, la lettre d'appui du directeur de recherche, vos antécédents de travail en relation d'aide, les antécédents peut-être aussi d'assistance de professeur. Puis il y avait d'autres critères aussi. Ah oui, les expériences de bénévolat, d'implication communautaire. Donc, il faut monter son dossier de candidat. Ce n'est pas juste le parcours universitaire. Là. Donc ça fait en sorte que monter ce dossier-là, ça ne se fait pas
le jour où vous décidez d'appliquer au doctorat, là. C'est pendant toutes les années de baccalauréat en psychologie que vous allez composer votre dossier d'admission. Donc, si on a parlé d'à peu près 6 ans pour le doctorat, le baccalauréat, lui, c'est 3 ans habituellement. Habituellement, j'ai dit. Il y a des gens qui le font plus lentement. Il y a des gens qui vont appliquer, après le 3 ans, ils vont appliquer au doctorat pour une première fois. Ils ne vont pas être admis. Ils vont reprendre des cours du baccalauréat pour augmenter leur moyenne, faire plus de bénévolat. Puis ils ont plus de chances de rentrer la deuxième fois. Moi, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai repris des cours pendant l'année que j'ai réessayé. Et j'ai fait aussi un certificat d'administration des affaires, profil management. Donc, j'ai fait plein de choses. Mais le baccalauréat, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on entre tous de la même manière. Il y a des gens qui vont faire le baccalauréat en psychologie par cumul de certificats. C'est un peu ça que j'ai fait, moi. Parce que j'ai fait un premier certificat à l'Université de Sherbrooke en psychologie, un deuxième certificat en psychologie à la Télé-Université. Puis là, je suis rentré au baccalauréat à Trois-Rivières en troisième année, on pourrait dire. Puis j'ai refait une quatrième année pour reprendre des cours et m'ajuster, augmenter ma cote. Donc, vous voyez que plusieurs chemins connexes. Il y en a d'autres, là. Il y a d'autres exceptions que le bac en psychologie aussi. Il y a par d'autres professions. Mais je vous passe à ces détails-là. Puis, maintenant, l'entrée au baccalauréat, elle, ben, ça aussi, il y a plusieurs chemins. Le cheminement standard, ça serait de faire le cours au cégep en sciences humaines. Mais si vous avez plus de 21 ans, vous n'êtes pas obligé de faire votre DEC au complet. Ce que vous pouvez faire, c'est faire une demande pour rentrer sous base adulte au baccalauréat, puis ils vont vous demander de faire 3 trucs. D'abord, de réussir le test de français, l'épreuve uniforme de français. Ensuite, le cours d'introduction à la psychologie, base biologique du comportement, puis méthode statistique. C'est seulement les 3 cours obligatoires de niveau collégial qui sont à faire pour pouvoir entrer au baccalauréat, plus le test de français. Puis là, comment on fait pour rentrer au cégep? C'est un autre sujet. Donc, vous avez vu, c'est une trajectoire, le parcours de formation. Puis je vous dirais que le plus difficile, c'est au niveau du baccalauréat. C'est que le plus dur. Une fois que vous êtes rentré au doctorat, ça devient plus facile. Dans le sens où vous n'avez plus la pression de performance ultime. Là. Vous n'êtes plus obligé d'aller vous chercher des notes de A pour espérer peut-être rentrer au doctorat. Là. Donc, le mindset change un peu. Mais, étant donné que ce sont les gens qui étaient très performants qui sont admis au doctorat, ben, d'habitude, c'est également ça que vous allez retrouver dans le doctorat, des gens très performants et perfectionnistes. Et voilà, ça vient avec son cortège de choses positives et de pièges également. Prochaine question. Quelles ont été les plus grandes difficultés ou surprises pendant vos études? Je dirais que la plus grande surprise, c'était de découvrir à quel point il fallait se monter un gros dossier pour être admis au doctorat. J'ai également été très surpris de constater comment c'était plus facile au doctorat qu'au baccalauréat. J'ai également eu beaucoup de difficultés, moi, personnellement, avec le français, étant dysorthographique et ne le sachant pas à cette époque. Ça faisait en sorte que dès que j'avais un examen écrit, je perdais systématiquement tous les points associés au français. Parce que je fais des fautes de français en parlant. Donc, imaginez à l'écrit, à l'époque, c'était épouvantable. Là. Il y a des professeurs qui disaient « Comment t'as fait pour entrer à l'université? » Ils disaient « T'écris comme tu parles, t'as le niveau début du secondaire d'écriture. » Je me sentais très humilié par les professeurs à ce sujet. Donc, je trouvais ça très difficile. Mais, moi, je me suis dit, c'est pas eux autres qui vont me dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je vais prendre en main ma destinée et je vais me rendre jusqu'à la véritable épreuve, les examens. Donc, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de bonifier les choses. Et sachant que j'avais des difficultés en français, ben, j'ai essayé de compenser via une hyper bonne performance académique, via la mémorisation, via les expériences académiques de relations d'aide aux devoirs. Donc, il y a toutes sortes de choses là-dessus qui sont possibles de faire.
La prochaine question. Selon vous, quelles qualités personnelles sont essentielles pour exercer ce métier? Ben, premièrement, je dirais que ce n'est pas un métier, c'est une profession. Il y a des nuances là, sur c'est quoi ça veut dire la différence entre métier et profession, mais on pourrait dire que métier, c'est très concret. Profession, c'est encadré par un ordre professionnel. Et les qualités personnelles essentielles pour ce métier, la persévérance. Il faut avoir un objectif en tête qu'on est en train d'aider les gens, même si eux ne sont pas dans l'acceptation de l'aide, ou ne sont pas prêts à recevoir de l'aide, ou sont dans des organisations, ou sont... Donc, il faut être persévérant, garder le cap. La capacité de rassembler les efforts vers un objectif. Parce que la souffrance humaine, ça déborde dans toutes sortes de directions. Donc, ça prend cette qualité-là humaine de dire, let's go, là, on focus. Mais également, ça prend aussi un intérêt envers la souffrance humaine. Parce que quand on veut faire de la clinique, on va baigner dans la souffrance. T'sais, moi, je dis aux gens que mes clients, ils me contaminent, puis moi aussi, je vais les contaminer. Donc, ça veut dire qu'il y a une contagion sociale, une rencontre émotionnelle, un entre-là, un mélange qui se fait, et c'est la conviction qu'on va porter en soi sur la bienveillance, l'engagement, l'accès à l'ancrage, sur quelle est l'action juste qui va nous guider, en fait. Donc, ça prend ça comme qualité. Mais, ça, c'est ma vision des choses. Gardez à l'esprit qu'il y a toutes sortes de psychologues. Il y en a qui font des psychologues davantage vers la neuropsychologie pour faire plus de testing, passation de tests. Il y en a des psychologues organisationnels qui vont faire toutes sortes de choses en lien avec la dotation en entreprise et via les conseils managériels. Il y en a qui vont faire de l'évaluation des troubles mentaux. Il y a toutes sortes de types de pratiques de psychologues. Ça, c'est une des choses formidables. Il y en a plein de sortes. C'est pas exactement la même réalité non plus, psychologue en milieu carcéral et psychologue en CLSC ou psychologue cabinet privé. Donc moi, j'ai mon cabinet privé. Je trouve que c'est la liberté ultime. Là, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on s'en reparle. Prochaine question. Comment se déroule une journée typique dans votre travail? Heure de début, nombre de séances, etc. OK, go. Typiquement, là, j'ai choisi mon horaire de travail, j'ai choisi mes heures de travail et je choisis mes conditions de travail. Donc, ça me donne une grande liberté. Là. Moi, depuis 2011, j'ai mon bureau à la maison. Ah, c'est formidable ça, bureau à la maison. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'étais encore étudiant que j'avais ouvert mon bureau à la maison. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Là. L'idée de fermer la porte, puis là, je m'en vais dans ma maison, j'ai ma guitare, oui, elle est là. J'ai mon chien, j'ai le frigo. À cette heure, j'ai la piscine, j'ai le spa. Donc, puis là, j'ouvre la porte, puis on est dans le bureau, on fait les consultations. Je trouve ça vraiment formidable. Mais pour ma part, j'ai choisi d'avoir l'horaire de travail du dimanche au jeudi. Ça veut dire que contrairement aux gens qui font du lundi au vendredi, ben moi, je fais du dimanche au jeudi. Je ne travaille pas le vendredi, samedi. C'est quelque chose que j'ai débuté assez rapidement dans ma pratique parce que je trouvais qu'il y avait des gens qui n'étaient que disponibles le week-end. C'est pas tout le monde qui est capable de s'ouvrir du temps au cours de la semaine. Donc, ça me permettait d'avoir cette ouverture-là pour les clients, ça les accommodait, et puis moi, ça changeait absolument rien sur mon horaire. Également, il y a mon choix d'heure d'ouverture. C'est que moi, je commence les clients à midi. Et je termine à 20 heures. Mais pendant des années, j'ai terminé à 21 heures. Mais cette année, j'ai décidé que j'arrêtais la plage de 20 heures à 21 heures. Donc, de midi à 20 heures. Fait que ça veut dire que je fais un bloc de 4 séances. Ensuite, j'ai mon heure de lunch et je m'entraîne. Je reprends ma douche puis je me reprépare. Puis après ça, je refais un bloc de 3 rencontres. Donc, par jour de travail, il peut avoir jusqu'à 7 consultations dans une journée, mais il n'est pas rare qu'il manque un bloc. Ou... On pourrait dire, donc en moyenne, là, c'est 6 rencontres par jour de travail que je fais. 6 heures de consultation. Mais si je commence à midi, je suis déjà devant l'ordinateur à 11 heures. Ça veut dire qu'à 11 heures, je retourne les courriels.
Je réponds aux demandes des gens. Je traite les éléments qui devront être faits sur certains formulaires. Je prépare certains dossiers. Je fais ça aussi quand je termine à 20 heures. Il y a également l'heure, juste une heure suivant que ben, je fais le bilan des notes évolutives. Je fais certaines rédactions de rapports, j'envoie certains courriels, je régule certains trucs. Donc, on pourrait dire que je travaille de 11 heures le matin à aller jusqu'à 21 heures le soir. De 11 heures, ça fait un bloc de 10 heures. Donc, c'est pas tout le monde là, qui a la capacité de prendre une charge de travail comme ça. Je suis conscient que quand j'en discute avec mes collègues, ma pratique est au-dessus de la quantité de ce que les psychologues normalement font. Là. Parce que si moi j'ai à peu près 5 fois 6, j'ai à peu près une capacité que j'accepte, une charge de travail d'environ 25-30 clients par semaine. Mais il n'est pas rare qu'au privé, les gens prennent 20 heures, 20 clients, là, entre 15 et 20 en fait, clients par semaine. De manière générale, selon certaines sources, là, puis là je vous passe les détails, gardez en tête que je fais des grandes généralisations ici. Et si vous allez dans le domaine des CLSC, des milieux hospitaliers, ben là, ça diminue encore de manière générale, je ne parle pas de tout le monde. Ça diminue sur la quantité de nombre d'heures de contact client parce que là, à ça, il s'ajoute beaucoup de réunions d'équipe multidisciplinaires, parfois des déplacements, plus de rédaction de rapports. Donc, c'est différent. Ce n'est pas la même réalité de travail. Mais moi, j'ai décidé de commencer à midi les consultations parce que j'ai un chronotype tardif. Qu'est-ce que c'est? C'est que il y a différents profils de sommeil. Il y a des gens qui c'est des grands dormeurs, des petits dormeurs, des gens qui c'est des lève-tôt, et il y en a qui c'est des lève-tard. Donc, ceux qui sont des couche-tard, lève-tard, on appelle ça dans la science du sommeil des chronotypes tardifs. Ça veut dire le rythme intérieur qui est décalé sur le tard. Pour moi, ça a été une souffrance terrible quand je travaillais en milieu hospitalier d'avoir à me lever et à être à la job pour 8h30. Je trouvais ça épouvantable. Mon rythme naturel, moi, il se réveillait vers 10h. Donc, je me suis composé un horaire de travail qui fit avec mon chronotype. Donc là, vous voyez, je commence à accommoder beaucoup de choses personnellement. Là. J'accommode mon chronotype, j'accommode ma dysorthographie, j'accommode mon désir d'élan créatif. C'est pas représentatif de toutes les professions. Il y a plein d'options, mais je vous le partage pour que vous sachiez que ça existe. Donc voilà, je décide aussi de mes vacances. La quantité de vacances que je veux, c'est moi qui le décide. Comme là, pendant le temps des fêtes, j'ai pris un mois. L'été dernier, j'ai pris un mois. C'est-tu pas formidable? Prendre le temps de s'installer et de quand même avoir toutes les options de bonification possibles dans notre pratique. Mais c'est pas tout le monde qui veut exercer leur liberté créative. Il y a des gens qui vont préférer suivre un cadre déjà tracé. Sachez que vous pouvez vous joindre à des équipes là, dans lesquelles tout ça est déjà réfléchi pour vous. Là. Prochaine question. Être psychologue permet-il d'avoir une bonne conciliation entre votre vie personnelle, professionnelle et familiale? La conciliation travail, famille, personnel? Je vous dirais que oui, dans le sens où c'est moi qui décide de mon horaire. Donc, c'est sûr que ça me fait une conciliation maximale. C'était plus difficile quand je travaillais en milieu CLSC et hospitalier, mais encore là, il y a moyen de faire des arrangements parfois. C'est pas tous les milieux qui sont ouverts. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir sur quel genre de milieu vous voulez avoir. Mais moi, je trouve que la pratique privée avec bureau à la maison, c'est parfait. Parce que même si le client ne se présente pas, je suis à la maison de toute façon. Donc moi, j'ai juste à fermer la porte, je m'en vais à mon ordinateur, je m'en vais me faire à manger, je m'en vais flatter mon chien, j'y lance là-bas. Vous comprenez que ça permet de rester dans une bulle de cohérence avec mes valeurs. Prochaine question. Comment définissez-vous la limite entre empathie et implication personnelle lors des consultations? C'est facile. C'est que l'empathie, c'est aider la personne parce qu'on ressent c'est quoi son vrai besoin. Puis on peut l'aider de manière empathique sans que ça soit
quelque chose que nous, on préférerait. Parce que l'implication personnelle, ça peut glisser vers ce qu'on appelle la sympathie. C'est-à-dire que dans la sympathie, je vais aider l'autre pour que moi, j'arrête de souffrir. On le voit des fois chez les amis là, qui sont tannés de donner du soutien à leurs proches, puis ils disent « Ah ben là, tu fais jamais rien pour t'aider, là, fait que là, je veux plus rien savoir. » Donc, ils passent de la sympathie à l'antipathie. Ça va ensemble, ça, la sympathie-antipathie. Mais il y a une confusion dans ce niveau-là parce que c'est une réaction. Si on s'élève au-dessus, ou plutôt à l'intérieur, on plonge à l'intérieur, l'empathie, ça veut dire dans la souffrance. Donc, avant d'être capable d'aider quelqu'un dans sa souffrance à lui, il faut aller dans sa souffrance à soi-même. Puis là, en connaissant sa souffrance, en observant le mouvement de notre tempête affective ou de nos blessures nous-mêmes, qu'est-ce que ça me fait quand l'autre dit ou vit quelque chose? Ça me fait quoi intérieurement? Puis là, on se promène. Mais là, on est capable d'être dans du discernement. Je sais qu'est-ce que ça m'agite, puis je suis capable d'aider la personne. Donc, si on avait à remplacer le mot empathie par un autre, je dirais que c'est dans le discernement. Mais ça ne veut pas dire que l'implication personnelle, c'est toujours de la sympathie. Hein. Il y a des règles qui ont été étudiées et mises en place pour prédisposer ce qu'on appelle le dévoilement thérapeutique. Donc, à quel moment le thérapeute peut dévoiler des choses sur lui-même au cours d'une séance de thérapie? Bien, ça peut être notamment pour humaniser les exemples. Ça peut être pour travailler dans le cadre du lien de confiance, pour accentuer la prise l'intégration, on va dire, des exercices ou des notions thérapeutiques. Mais il y a également des balises qui nous disent de ne pas faire ça, de ne pas faire de dévoilement personnel. Notamment si le client est passif, parce que là, si on fait un dévoilement personnel puis qu'on est passif, ça va faire en sorte qu'on remplit le vide alors que la personne, elle ne se mobilise pas. Donc, c'est pas le temps de faire ça. Il y a également, si la personne, elle essaie de travailler sur nous plutôt que de travailler sur elle, comme par exemple des clients qui me scrutent puis qui essaient de savoir « Ouais, mais qu'est-ce qu'il pense lui comme ça? » C'est pas le temps de faire du dévoilement. Et si la personne a des limites désorganisées, comme par exemple une personne souffrant d'un trouble de la personnalité limite, qui est dans une situation de désorganisation et que la frontière est floue entre elle, l'autre qui est dans une tempête émotive, dans ces moments-là, il vaut mieux éviter les dévoilements sur soi. Mais gardez à l'esprit que c'est une technique. Là, je vous l'ai différencié sous deux angles, donc empathie versus sympathie, mais il y a également empathie et dévoilement de soi, qui est une puissante technique. Moi, quand je l'utilise en thérapie, je dis souvent aux gens, après avoir fait cette technique-là, je dis en thérapie, mais tu sais, vous savez, si j'utilise le dévoilement de soi, c'est pas parce que je suis le meilleur, c'est pas parce que j'ai les meilleurs exemples du monde, puis c'est pas non plus parce que je trippe à parler de moi, là, c'est plutôt pour humaniser les échanges puis être capable de connecter. Puis là, les gens ils font comme, ah ok, ouais. Et je réalise, grâce à un commentaire d'une personne, que j'ai sauté la question précédente. Oui, effectivement. Donc, je vais la déplacer. Merci d'avoir été vigilant. La prochaine question va comme suit. Je n'ai pas sauté d'autres. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent avec vos patients? Les problématiques cliniques ou administratives? Mais moi, je dirais que sur le plan administratif, j'ai mis en place une procédure dans laquelle je donne tout accès aux conditions de service avant même le premier rendez-vous. Puis là, je leur demande de me dire s'ils sont capables de... Donnez-moi un instant. Tac, tac. Je leur demande s'ils sont capables de me dire s'ils ont compris les conditions de service. Puis parfois, en thérapie, ça arrive que je réalise que même si on en a parlé, même si je l'ai présenté, même s'ils ont signé les conditions de service, qu'ils me disent que non, finalement, ils ne connaissaient pas les conditions de service. Donc ça, c'est difficile parce que il faut être capable de construire une confiance mutuelle pour être capable d'avoir une bonne thérapie. Mais somme toute, ça se résout assez rapidement, ça, d'habitude. Donc, outre l'aspect administratif, si on parle des problématiques dans le sens de quelles sont les raisons de consultation les plus fréquentes en thérapie, je vous dirais que
Ça suit pas mal, selon moi, les chiffres de l'Institut national de la statistique du Québec, là, qui disait que à peu près 75% ou 70% des raisons... Non, c'était 67% des raisons de consultation chez les psychologues, c'était les difficultés anxio-dépressives. Donc, si juste le fait de s'attarder à ça, là, anxio-dépressif, quasiment 70% des raisons de consultation, c'est beaucoup. Donc déjà là, il y a une grosse demande de services sur ces problématiques-là. Il y a également, là-dedans, on rentre dans l'anxio-dépressif, tout ce qui touche aussi à l'épuisement, au burn-out. Mais une autre part importante, c'est les difficultés relationnelles. Donc je vous dirais qu'il y a environ 20% de ma pratique qui est allouée à la thérapie de couple. Donc à peu près 20% de ma clientèle, là, c'est des dossiers de couple. Ensuite, il y a également des demandes qui touchent l'estime de soi. À peu près 10% des gens qui consultent pour difficultés avec estime de soi, là, qui se sentent effondrés ou qui n'arrivent pas à se prendre en main intérieurement. Il y a également là-dedans la perte de sens, la quête identitaire, qui suis-je? Bon, il y a beaucoup de ça. Mais essentiellement, si vous travaillez avec anxio-dépressif et difficultés relationnelles, vous avez quasiment tout le champ là, des possibilités. Mais il y a des ramifications, il y a des spécialisations, il y a des sous-sections. J'ai des collègues qui se spécialisent dans le traitement des troubles du sommeil. J'en ai un autre qui se spécialise dans le traitement des troubles post-traumatiques. J'en ai un autre qui se spécialise dans le traitement des troubles de la personnalité. Donc, il y a moyen d'avoir une pratique ultra spécialisée ou généraliste. Moi, on pourrait dire que j'ai une pratique, somme toute, généraliste. Il y a quelques thèmes que je ne reçois pas en thérapie seulement. Prochaine question. Comment gérez-vous l'impact émotionnel que peut avoir ce métier sur vous? C'est personnel. Sont où les clics j'aime? Donc, si j'ai un clic j'aime, je vais répondre à la question. Mais si j'ai pas de clic j'aime, je réponds pas. Je vous donne 5 secondes. Sont où les clics? Sont où les j'aime? Sont où les partages? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous avez vu cette technique de influence marketing? Ah, c'est incroyable. OK, je vais répondre. J'ai eu des clics j'aime. Je les ai vus. Comment gérez-vous l'impact émotionnel qui peut avoir ce métier sur vous? Ben, moi, personnellement, j'ai une routine de vie, une hygiène de vie. Je me suis imposé un cadre de santé. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais si c'est imposé, ça veut dire que c'est pas naturel. » C'est vrai! Parce qu'à un moment donné, le naturel, si on le chasse, il revient au galop. Mais il y a aussi que le naturel, c'est la survie. Le naturel, c'est pas d'être heureux, c'est de la survie. Notre biologie là, est programmée pour déclencher des réflexes qui favorisent la survie. Combat, fuite, figé. Puis des fois dans le contentement. Mais combat, fuite, figé le reste du temps. Fait que si on veut être heureux, il faut apprendre la régulation de soi. Et un autre petit levier marketing. Et j'en parle dans mon livre, si vous voulez. Là. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus sur le mode de vie en général, comment on fait pour en prendre soin. Parce que c'est pas juste une question d'intellectualisation puis de mindset. C'est plus compliqué que ça. Fait que moi, dans ma routine de vie, là, le matin, j'ai un bloc dédié à la santé. C'est-à-dire que je médite, j'écris, je réfléchis sur mes objectifs, je sors le chien, je joue avec le chien. Donc, moment de contact, moment de détente pour starter ma journée. Je suis devant la lampe de luminothérapie aussi à chaque matin. Ça fait partie des ingrédients de santé. Je m'entraîne aussi à tous les jours dans le milieu de la journée, donc rendu à 16 heures, entraînement. Et le soir, j'ai aussi une routine santé dans laquelle je médite, je lis, j'écoute des vidéos thématiques sur développement de projets, développement de rêves. Je m'occupe de petits chiens, je joue avec, je m'en vais dans le spa ou la piscine. Donc, tout ça, ça fait partie des blocs de temps qui servent, on pourrait dire, à me donner des soins et de l'attention. Donc, je suis conscient que dans la profession, on donne beaucoup de soi en baignant dans la souffrance avec les gens. Là.
Donc, pour être capable d'avoir ma capacité d'accueil, je prends soin de moi comme ça à différents moments de différentes manières pour augmenter ma capacité de santé et être capable d'aller rejoindre les autres dans leur souffrance. C'est un entraînement, c'est un mode de vie, ça implique certains choix stratégiques qui fit avec ce qui m'intéresse de la carrière. Mais on ne sort pas intact d'aider des gens comme ça. Vous savez, c'est ça le sens du mot compassion, hein, d'ailleurs. La compassion, ça veut dire l'étymologie ensemble dans la souffrance. Donc, ça veut dire que je souffre quand je rencontre des clients, là, je souffre avec les autres. Mais c'est pour ça que je veux les aider, justement. Là. On ne peut pas les aider juste du bout des doigts de manière technique. Donc, ben, en fait, on peut, là, mais moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je veux les aider dans leur cœur, puis descendre en profondeur à l'intérieur d'eux pour qu'ils développent un nouvel espoir, qu'ils se prennent en main, puis qu'ils augmentent leur maturité émotionnelle avec des nouvelles compétences. Mais ça veut dire qu'il faut que je m'entremêle avec la souffrance vécue de la personne. Il faut que j'aille les rejoindre. Si on faisait une métaphore, c'est comme si il faut que j'aille les rejoindre dans les limbes pour le tendre la main secourante et les aider à sortir. Puis c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que mon premier gros tatou, là, c'est une aile d'ange grise là, qui fait tout mon bras, qui va jusqu'ici d'ailleurs, les débuts, puis qui va dans le dos. C'est pour représenter le fait d'aller rejoindre les gens qui sont perdus dans les limbes intérieures pour ressortir. Puis je l'ai mis gris ou noir pour dire qu'on ne ressort pas indemne de ça. Donc je suis magané par ma profession. Mais en même temps, je trouve que c'est la plus belle profession au monde parce qu'on va aider une personne perdue à se retrouver. C'est comme les premiers secours. Les premiers répondants, ils sont maganés. Ben, c'est ce qu'on appelle, ce que je fais moi comme clinicien, c'est la première ligne d'intervention. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc en même temps, ça me magane, mais ça nourrit mon cœur. Ça fait grandir ma capacité d'amour pour les êtres humains parce que je vois autant les gens qui sont perdus dans leur souffrance que les gens qui tout d'un coup font le chemin de la guérison, là, puis qui vont arriver au point de Ah, c'est ça que ça voulait dire finalement, le sentiment de sécurité. C'est ça que ça veut dire, avoir une bonne estime de soi. Puis là, ils me disent merci. Puis là, il y en a qui veulent me donner des cadeaux, des fois de manière excessive. Là, je leur dis non, pas de cadeaux excessifs. Je prends juste les cadeaux de valeur modérée. Et parfois même, je les refuse. Ça va dépendre du contexte clinique à analyser. Mais je peux prendre des remerciements d'usage. Parce que moi, je suis conscient qu'à quelque part, il y a des étapes. Des fois, il y a des descentes, il y a des remontées. Tu sais, c'est un chemin qui n'est pas linéaire, là, le chemin de la maturité, de la santé, de l'acquisition de soi. Moi-même, je consulte aussi plusieurs sortes d'aidants. Donc, je trouve ça extrêmement riche en termes de pratique. Je ne fais pas exactement ce que mes aidants ils me disent, mais je m'inspire d'eux, je compose ça. Puis intérieurement, j'essaie de tirer des leçons pour me composer une vie qui me semble mieux ancrée dans le moment présent et l'action juste. Je ne réussis pas tout le temps. Je ne suis pas un moine. Je me mélange avec la souffrance, je porte des souffrances, donc ça veut dire que c'est imparfait ce que j'offre. Mais et si on faisait la paix avec notre imperfection pour pouvoir aider les autres? Ça, c'est un des gros points, je pense, à apprendre. Dès qu'on intègre à l'intérieur de soi nos forces, mais également nos vulnérabilités, il y a un bien meilleur équilibre qui va se composer. Est-ce que ça vous parle? Oui? Je vais vous montrer une autre affaire aussi qui m'aide avec mon équilibre. Checkez bien ça. Oui, bidou! Voici mon instrument d'équilibre numéro 1. Ça, d'habitude, quand je monte mon instrument d'équilibre ici, là, j'ai beaucoup plus de clics j'aime. Ça, c'est du piratage marketing. Hein. Selon les leviers d'influence et manipulation, on appelle ça le levier de sympathie. Parce que regarde, ça fait Oh, regarde le beau petit chien, oh, comme il est beau, il est adorable. Puis là, on va exploser les clics j'aime. Oui, Fidou? Est-ce que tu réalises que tu obtiens des clics j'aime pour papa? Oui. Alors, mon petit chien thérapeute, regardez-moi ça, le nombre de quantités de likes sur TikTok d'ailleurs là, qui pop. Ça m'aide beaucoup, cette petite bête-là. Parce que lui, il est pris dans le moment présent. Et moi, je suis capable d'aller dans mes pensées ailleurs que dans le moment présent.
Mais grâce à lui, je reviens dans le moment présent. Puis là, on pourrait dire qu'il m'aide. Il m'aide à réguler et à ordonnancer mes journées parce que faut que je le sorte le matin. Faut que je le sorte en après-midi. Faut que je le sorte en soirée. Faut que je le sorte le soir. Donc, grâce à ses besoins à lui, à la petite bête, ça m'aide à me réguler moi. Vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. C'est comme un point d'ancrage pour pouvoir prendre soin de moi aussi. Parce que quand je prends soin de lui, je me dis, ben, si lui a besoin, et moi, est-ce que de quoi j'ai besoin, moi, présentement? Contact, 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 contact. Action juste, action juste. Action. Puis on bâtit de la maturité comme ça. Prochaine question. Puis là, quand je fais ça, j'ai toujours du poil dans la bouche. OK. Prochaine question. Est-ce que vous avez déjà douté de votre compétence en tant que psychologue? Vous voulez dire aujourd'hui? Oui, oui, oui. C'est parce que la tolérance à l'incertitude, c'est un principe extrêmement important à apprendre et à accepter. Une personne qui douterait jamais de sa compétence, qui serait dans l'hyper-certitude, elle pourrait être dans une conviction aveugle. Donc, moi, je pense que c'est très bien d'utiliser ce qu'on appelle le doute critique ou le doute relatif. C'est d'être capable de dire un instant, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je viens de faire? C'était-tu la bonne intervention? Puis sur mes blocs de notes pendant les rencontres, j'ai un bloc qui est dédié à ça, à l'analyse de est-ce que j'ai fait la bonne intervention? Qu'est-ce que je pourrais corriger la prochaine fois dans la prochaine rencontre? Ou va vérifier telle information, soit au dossier ou dans la documentation scientifique. Donc, savoir accueillir le doute à l'intérieur de soi, c'est extrêmement important et c'est un outil extrêmement puissant pour être un bon professionnel. On parlait tout à l'heure du doute comme de l'esprit critique. Ben, c'est la capacité de dire, moi je pense ça personnellement, mais et si j'allais vérifier telle affaire? C'est grâce à mon doute qu'en rencontre, des fois, je ne me fie pas que j'ai compris ce que le client dit. Je lui pose des questions. Alors, qu'est-ce que tu comprends de la rencontre d'aujourd'hui? Alors, selon toi, quel est l'objectif qu'on est en train de poursuivre? Comment tu te sens avec l'intervention que je viens de faire? Qu'est-ce que tu gardes de notre suivi jusqu'à maintenant? Donc, vous voyez, la capacité d'aller chercher du feedback repose sur la capacité de douter de soi. Mais le doute de sa compétence, ça ne veut pas forcément dire se sentir incompétent. Quoique ça aussi, ça peut arriver. Je peux me sentir incompétent des fois avec certains clients ou sur certains thèmes. Et dans ce cas-là, un instant, je veux juste bloquer une personne qui spamme. Et dans ce cas-là, si on se sent incompétent, ben c'est probablement le temps de faire une régulation intérieure. Puis il peut m'arriver dans ce temps-là que je vais devoir me dire que je ne suis pas le bon psychologue pour aider cette personne-là. Puis on a un article de déontologie qui nous dit là, que le psychologue doit aider dans le cadre de son champ de compétences. Donc s'il y a une personne que je réalise que son besoin va au-delà de mon champ de compétences ou que je n'ai pas la compétence pour l'aider, ben tant mieux si je doute là, de moi pour dire, expliquer à la personne, ben je réalise que tu aurais besoin de telle affaire, puis moi, je n'ai pas cette compétence-là, ou il y aurait une ressource spécialisée bien meilleure que moi sur ce sujet-là. Donc, mon objectif, c'est pas de pomper le plus d'argent possible au monde, là. C'est de les aider. Puis si je rencontre ma limite, je vais leur dire. Puis ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on appuie sur le bouton eject, la thérapie est finie. Parfois, on va le faire sur plusieurs rencontres, l'accompagnement vers la bonne ressource. Mais c'est très important de savoir douter. Le doute relatif. Le doute de sa compétence, c'est pour une invitation à faire une introspection, un examen critique. Un doute, c'est une invitation. Vérifier quelque chose. Moi, j'aime bien ça, vérifier. Je suis beaucoup dans la régulation. Prochaine question. Selon vous, quel est le préjugé le plus fréquent sur le métier de psychologue?
Le préjugé le plus fréquent, ben, je vous dirais que c'est quand vous le dites en société là, ou dans les rencontres sociales que vous êtes psychologue, les gens vont dire: Ah ouais, tu vas m'analyser? C'est parce que c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'on est sensible à certains enjeux, mais je vais vous dire un secret. Analyser quelqu'un, c'est une job. C'est un effort. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup d'informations. Il faut focusser. Puis on ne peut pas faire ça dans notre vie quotidienne en continu, là. Mais on peut être sensible à certains thèmes. Mais par rapport à ces préjugés-là, j'aimerais vous renvoyer à l'image sociale du psychologue dans les grands médias de masse. Je vous mets au défi de me trouver une seule série télé ou un film dans lequel il y a un psychologue et dans lequel il n'y a pas une faute grave de déontologie ou quelque chose, un dérapage chez le psy. C'est comme si dans l'imaginaire collectif, les psychologues qui sont dans la confidence et le secret dans le bureau, il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Dans la série En thérapie, on voit ce genre de dérapage-là. Dans les séries québécoises aussi, il y a des psychologues. Il y a toutes sortes d'affaires dans lesquelles ils vont à des activités, ils croisent leurs patients, mais ça, c'est pour les besoins du scénario. Mais c'est comme si c'est difficile pour la population en général de comprendre que dans un espace confidentiel, protégé, les gens ils vont discuter, puis la personne elle ressort en se sentant mieux après coup, puis plus équipée. C'est bien difficile à comprendre pour beaucoup de gens. C'est pour ça aussi que parmi les préjugés envers la profession de psychologue, il y a tout ce qui touche aussi à l'argent. Parce que les gens disent, ben, plutôt que de payer quelqu'un comme ça, moi je vais parler avec un de mes amis, puis c'est gratuit. Fait que c'est un autre des préjugés. Parce que l'écoute active du professionnel, qui repose sur des connaissances scientifiques, des données probantes, des modèles validés scientifiquement, c'est pas pantoute le même genre d'écoute que l'écoute de l'ami. Mais à cause de ce genre de préjugés-là sur qu'est-ce qui se passe dans le bureau privé, c'est louche, puis ça coûte cher, puis je pense pas, il faut réfléchir à la question de quelle est la valeur qui va être obtenue par le service de psychologie. C'est pas tout le monde qui va bénéficier d'un service de psychologie, donc il faut passer à travers ces préjugés-là, mais aussi il faut que les professionnels ils composent la valeur perçue. C'est quelque chose qui est plus connu en marketing, ça, la composition de valeur. Puis c'est pas appris dans les universités. En tout cas, moi, c'était pas appris dans mon temps sur l'époque universitaire, sur comment on fait pour présenter la perception de valeur de notre offre de service. Mais c'est peut-être un peu parce qu'il y a un aura de confiance dans la population pour les psychologues. Puis de toute façon, les bureaux, ils se remplissent de demandes de toute façon. Donc, c'est comme si, à cause de cette forte demande-là, les professionnels n'ont pas forcément besoin de faire la promotion puis l'explication de leur service, en général. Mais moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais sur les réseaux sociaux, que je vous explique plein de contenus, que je vous donne des angles de vue. C'est que je veux aider certaines personnes à composer leur vision de la psychologie en disant « Ah tiens, ouais, c'est pas fou, ça me parle, ça, c'est un peu... » Et si vous saviez le nombre de gens qui m'ont écrit à cause de mon émission de télé, à cause de mes passages à la radio, en me disant « Hey, je t'écoutais à la radio à job, puis là, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire, telle affaire. » Puis j'ai commencé à voir un psychologue, puis là, merci. C'est pas moi qui sont venus voir forcément, là. Mais vous pouvez venir me voir si mais c'est pas forcément moi la bonne ressource pour vous. Mais si je peux participer à allumer certaines prises de conscience ou certaines sensibilisations, ben on est en train de dissoudre certains préjugés. On est en train de composer la perception de valeur. Il nous reste 3 questions. On continue. Selon vous, comment les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle transforme-t-elle votre métier? On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Intelligence artificielle, je vous invite à ne pas dire que c'est intelligence artificielle, mais plutôt intelligence augmentée. Oh, comment ça? C'est parce que c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est un très mauvais terme qui a été proposé à partir des années 70-80, ça, le terme intelligence artificielle, mais dans le domaine de la recherche et des professionnels sur le sujet, on parle davantage d'intelligence augmentée. Parce que l'intelligence, c'est l'humain qui le porte. Puis l'IA, il va juste augmenter l'intelligence qui lui est présentée. C'est pour ça qu'on peut voir certaines personnes qui vont
par exemple, porter à l'intérieur d'eux des fragilités, d'instabilité, de frontières ou des éléments de dangerosité. Puis en utilisant une IA, ils vont accentuer cette fragilité-là qui peut tourner en psychose. Donc ça commence à être documenté de plus en plus, ça, les psychoses numériques dues aux intelligences artificielles. Un instant. Et si l'augmentation de la blessure peut désorganiser une personne, ben, l'augmentation du savoir ou l'augmentation de la maturité, ça peut augmenter aussi quelque chose. Donc moi, je le vois beaucoup comme un instrument, un catalyseur, un augmentateur, un amplificateur de quelque chose. Puis moi, je suis un grand utilisateur de l'IA. Je l'utilise à tous les jours. J'ai des abonnements payants. Je développe des outils là-dessus. Je vends des services qui utilisent l'intelligence artificielle là-dessus. Je prépare d'autres produits numériques que je vais vendre à la population, parce que pour l'instant, j'en vends à mes collègues psychologues, mais je vais en vendre aussi à la population en général. Donc, je suis un grand utilisateur, je suis un promoteur, je suis un entrepreneur sur le sujet. Moi, je vois beaucoup de bons là-dessus. Mais je vois aussi que l'élément de sensibilité, c'est qu'on y retrouve plus de ce que l'on y met. Vous savez, la fameuse question du prompt engineering, c'est la qualité d'injection des consignes. Si vous dites à l'IA, dis-moi quelque chose qui va me faire du bien, il va vous répondre avec plaisir sur des choses qui fait, ça ne fait pas plaisir, mais il va simuler le plaisir. C'est rare les gens qui vont dire à une utilisation d'une IA, un chatbot, mettons, qui va le dire en discussion, là je veux que tu me confrontes, que tu me dises mes défauts autant que mes qualités, que tu aies un point de vue objectif sur le sujet de blablabla. Bla. Comprenez que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'injecter des consignes de manière détaillée, précise, et qui connaissent les fonctionnements des différents modèles algorithmiques, des différents modèles d'aide. Mais moi, je pense que c'est vraiment un outil d'avenir. Grâce à l'implémentation de l'intelligence augmentée chez le psychologue, moi, je pense que ça va nous aider à augmenter l'aide qu'on peut donner à une personne. Notamment en faisant des bien meilleurs résumés cliniques, en faisant des propositions de plans de traitement qui vont chercher tout de suite la correspondance dans les meilleures bases de données sur les psychothérapies associées à la difficulté, qui vont faire des reflets, on pourrait dire, ou qui vont récupérer certaines informations qui ont peut-être échappé dans les liens que le psychologue essaie de faire, mais que lui, grâce à l'analyse vectorielle de tout le truc, il peut repomper les éléments. Donc, mais ça va augmenter la capacité du psychologue. Ça ne remplacera pas le psychologue, à mon avis. Je pense bien sûr que des gens qui vont essayer d'utiliser les chatbots discutionnels là, comme si c'était pour remplacer les psychologues, mais en réalité, ils vont rencontrer un mur là, dans l'utilisation. Donc, ça peut être un élément de dangerosité. Moi-même, dans mes outils que je développe, puis que je me suis programmé pour moi-même, il y a beaucoup de paramétrage là, et d'ajustement de consignes. Il y a beaucoup de documents de référence qui sont écrits, programmés, sélectionnés, structurés, pour que moi, j'obtienne, quand je discute avec ma propre intelligence artificielle personnalisée que je me suis construit, ben maintenant, j'ai comme un miroir de ce que je considère qui est de meilleur pour moi. Je les nourris, là. Je les nourris de consignes, d'ajustements, de documents. Puis aujourd'hui, quand je l'utilise, je pèse sur le bouton, puis des fois, je peux passer 30 minutes à parler avec. Mais maudit qu'elle me brasse. Mais elle me brasse parce qu'elle utilise le meilleur de ce que je connais de la psychologie. J'ai une certaine expertise en raison de ma formation, de mon expérience, de mon travail. Mais ça augmente ce que je connais déjà. Donc, c'est comme si l'intelligence augmentée, donc l'IA, nous permet d'aller quelques pas plus loin que où on est rendu personnellement. Si vous le voyez comme ça, un outil qui nous permet d'aller quelques pas en avant, d'après moi, vous allez pouvoir en tirer des avantages vous aussi. Mais gardez à l'esprit que si vous êtes anxieux et que vous utilisez ça, vous allez probablement être plus anxieux. C'est un peu un phénomène qu'on voit d'ailleurs dans les cours de psychologie sur les psychopathologies, là, sur les troubles mentaux. Étant donné que les gens veulent étudier les troubles mentaux, ils se diagnostiquent beaucoup de troubles mentaux eux-mêmes. Ça amplifie leur conscientisation d'un phénomène. Ben, les IA, ça joue un peu un rôle similaire, dans le sens où ça va amplifier ce que vous dites,
Puis c'est pas toujours garanti que c'est bien paramétré, c'est pas uniforme non plus, c'est pas toutes les intelligences, les IA qui vont avoir le même genre de balise. Il y en a qui font trop de sympathie aussi, puis qui valident des expériences de mauvais comportement ou de comportement destructeur. Donc, il faut encore être prudent. Les IA ne remplacent pas un psychologue, mais les IA peuvent bonifier le travail de psychologie de plusieurs manières. Dans les solutions que je suis en train, moi, de réfléchir, il va y avoir la possibilité d'avoir un dossier composé dans lequel, à la fois, le patient et moi, on va avoir un dossier commun qui va être linké avec une intelligence artificielle qui va tourner en local. Puis là, ça va être un centre de documentation protégé, confidentiel. C'est formidable. Prochaine question. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite se lancer en psychologie? Mon conseil, c'est fais attention. Fais attention au perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, autant que ça peut vous faciliter l'accès à l'entrée au doctorat, que ça devient un piège parce que si vous restez dans le perfectionnisme une fois au doctorat et une fois dans la profession, bien là, ça peut peut-être vous empêcher d'avoir accès à certaines sensibilités. Donc, c'est vraiment un piège, le perfectionnisme. C'est comme si on cherche dans un cercle, on cherche le coin. Il est où le coin dans un cercle? Bien, cherchez-le. Il est où le coin dans le cercle? Attends, il est peut-être là, il est peut-être là. Ah non, il n'est pas là, je vais peut-être chercher. Il peut y avoir une grosse perte de temps intellectuelle alors qu'il y a un besoin d'aide affective dans l'expérience ici et maintenant. Donc, le perfectionnisme, c'est un des pièges dans la trajectoire de formation, selon moi. Et la dernière question qui a été posée par l'étudiante, c'est quelle erreur fréquente devraient éviter les jeunes professionnels au début de leur carrière? Erreur fréquente en début de carrière. Ça serait de croire ce que les professeurs d'université leur ont dit sur c'est quoi la pratique de psychologue. Parce que professeur, c'est pas la même chose que praticien sur le terrain. Puis je vous dis ça dans le sens où, moi, quand j'ai fait mon doctorat, il y avait moins de 10% des professeurs au doctorat qui étaient des psychologues praticiens. Donc 90%, c'était des professeurs, des chercheurs, mais pas des cliniciens. Puis là, c'est eux autres qui vous forment sur c'est quoi que vous allez faire comme job plus tard. Donc, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y a une professeure qui, dans le cours sur l'intégration, justement, des milieux de pratique, je ne me souviens plus exactement c'est quoi le cours, puis là, elle nous disait, pensez pas que vous allez faire ben d'argent avec ça, là, psychologue. Hey, je capotais quand elle m'a dit ça. Puis là, au final, quand moi, je regarde ma pratique privée, les livres, les formations, les conférences, les contrats télé, les contrats radio, les collaborations. Ah, tiens, finalement, il y a moyen de faire de quoi qu'il y a du bon sens avec ça. Là, fait que... Les professeurs ne sont pas toujours les experts du terrain. Donc, il y a tellement de variétés, de possibilités, de sortes de pratiques, que je vous dirais qu'un des pièges, ça serait de n'avoir qu'un seul modèle. Allez vous chercher plein de modèles. Allez tester des supervisions avec plein de superviseurs. Explorer les différentes approches cliniques. Donc, c'est parce que je vous dis ça parce que moi, je suis un généraliste. Et si vous posiez la même question à un psychologue qui est plus spécialiste, il vous donnerait d'autres genres de conseils. Mais moi, je vous donne ceux de ma pratique. De manière généraliste, je vous dirais, allez chercher l'expérience générale sur la profession ou sur la psychologie. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu étudier, c'est la psychologie en général et non pas une approche clinique ou une technique ou une problématique. Mais c'est un choix. Voilà qui conclut les questions et qui nous mène au terme de cette heure, l'heure que nous avons fait ensemble, qui est la 164e heure de réponse aux questions en direct. Bientôt 2500 questions répondues. Et... Tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous rappeler les consignes de fin. C'est que si vous voulez
voir si je peux être la bonne ressource pour vous, vous pouvez me contacter en privé. Je vais vous envoyer tous les détails pour les thérapies au niveau de la clientèle adulte, individuelle ou thérapie de couple. Je ne reçois pas d'adolescents, pas d'enfants. Également, si vous voulez acheter mon livre, le lien est en commentaire. Le lien est sur mon site web également. Puis le plus facile, si vous ne voulez pas les différents bonus associés à mon livre, c'est d'aller sur le site, sur Amazon. Ils vont vous le shipper direct chez vous en 2 jours d'habitude. Et bien voilà qui conclut l'heure ensemble. J'espère que ça a été clair pour vous. Il y a le petit Wifidoo qui vous fait dire bonjour. Et si vous avez apprécié le contenu et que peut-être ça pourrait intéresser un adolescent qui se questionne sur la profession de psychologue, une personne au cégep qui pense peut-être se diriger en psychologie, ou un étudiant en psychologie qui lui se dit « Ouais, mais à quoi ça va ressembler la pratique sur le terrain? » Vous pouvez lui partager ma vidéo. J'apprécierais beaucoup si vous êtes capable de les inviter sur les différents réseaux sociaux à venir joindre sur la page. Mais, pas obligé, vous n'êtes pas obligé. C'est une proposition. Donc, sur ces sages paroles, je termine la vidéo qui est en direct sur Facebook. Je vais faire les rediffusions sur ma plateforme de formation sur YouTube et je vais continuer quelques minutes avec les gens sur TikTok. Donc, c'était le Dr. Paul Simard, psychologue, et merci beaucoup de votre écoute.